آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre mission de Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la dimension sociale du développement durable. Comme vous le savez, l'humanité est en guerre face à la diminution croissante des espèces qui nous entourent. C'est ainsi qu'avec mes différents invités, que je me fais d'ailleurs le plaisir de vous les présenter, nous allons voir avec monsieur Bayani Emmanuel Ngoyi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. C'est moi qui vous remercie. Il faut dire que de m'avoir invité. Vous êtes expert en environnement. Oui, c'est cela. D'accord. En face de vous, vous avez M. Akono. Bonjour. Bonjour, M. Ahmed Biyumba. Merci de nous faire l'amitié encore d'être ici. Non, c'est tout un plaisir d'être sur ce plateau. À côté de vous, M. Ndon Charmant. Bonjour. Bonjour, M. Ahmed. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément. On se retrouve juste après. Quels besoins humains devons-nous satisfaire pour vivre une vie durable? Tout d'abord, il est intéressant de remarquer que la plupart des définitions du développement durable parlent de besoins humains. La commission de Brundtland des Nations Unies a défini en 1987 le développement durable comme étant un mode de développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à pouvoir répondre à leurs besoins. Et dans une vidéo précédente, les sciences naturelles nous ont démontré que la durabilité est en fait notre capacité à répondre à nos besoins tout en restant dans les limites écologiques. Et enfin, l'un de nos 4 principes de durabilité dit que dans une société durable, les individus ne sont pas soumis à des conditions qui diminuent systématiquement leur capacité à pouvoir répondre à leurs besoins. Alors de quels besoins s'agit-il? Et comment ces besoins peuvent-ils nous aider à devenir durables? Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il existe de nombreuses ressources en ligne si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, je vous propose une autre approche développée par l'économiste chilien Manfred Max Neff. Il a publié en 1991 un livre intitulé Human Scale Development, démontrant que les besoins humains sont finis et classables, qu'il existe 9 besoins humains fondamentaux communs à toutes les cultures et à toutes les périodes historiques. Ce qui change, c'est la façon dont nous satisfaisons ces besoins. Alors nos 9 besoins humains fondamentaux sont les suivants. Subsistance, nous avons besoin de nourriture, d'eau, d'un toit. Protection, un environnement sûr, une sécurité sociale. Participation, prendre part aux décisions qui nous concernent. Oisiveté, avoir du temps libre, se détendre. Affection, avoir des amis, aimer et être aimé. Compréhension, apprendre, méditer. Création, cuisiner, créer, inventer. Identité, avoir un sentiment d'appartenance, se connaître soi-même. Et enfin, liberté, être libre de choisir comment vivre notre vie. Alors même si ces besoins étaient les mêmes pour les Romains et les peuples autochtones il y a plusieurs milliers d'années, les moyens de satisfaire nos besoins de protection, participation et liberté par exemple, peuvent être très différents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Certaines choses ne comblent qu'un besoin, par exemple une assurance nous procure de la protection. D'autres sont synergiques et peuvent en combler plusieurs à la fois. Par exemple, l'allaitement répond aux besoins de subsistance d'un bébé, mais également à ses besoins de protection, d'affection et d'identité. Max Neff met également en évidence d'autres façons de combler les besoins, notamment les destructeurs. En prétendant répondre à un besoin, ils nous empêchent d'en combler plusieurs autres. Par exemple, la censure répond soi-disant aux besoins de protection, mais nous interdit en fait de répondre à nos besoins de création, liberté, compréhension, participation et identité. Il existe également des pseudo-combleurs. Par exemple, la mode et les tendances peuvent donner une fausse impression de répondre à notre besoin d'identité. Et enfin, Max Neff propose 4 catégories pour organiser les façons dont nous satisfaisons nos besoins: être, avoir, faire et interagir. Alors comment cela est-il utile pour devenir durable? Premièrement, lorsqu'on tente à réduire et même éliminer nos contributions aux conditions qui diminuent systématiquement la capacité des individus à pouvoir répondre à leurs besoins, on a maintenant une démarche pour orienter nos réflexions. On peut examiner minutieusement nos activités, nos produits et nos services en utilisant les 9 besoins humains fondamentaux et les façons dont on les satisfait. Deuxièmement, lorsqu'on essaie d'améliorer ou de remplacer une pratique non durable, ça permet de prendre du recul et de se poser de nouvelles questions. À quoi sert ce produit à l'origine? Quels besoins satisfait-il?
Pourrions-nous satisfaire les mêmes besoins aussi bien ou même mieux avec un autre produit? Alors prenons l'exemple d'un festival de musique qui rassemble des dizaines de milliers de personnes souhaitant satisfaire leurs besoins de participation, d'oisiveté, de création et d'identité. Pourrions-nous inventer un nouveau moyen de répondre à ces mêmes besoins en créant moins d'émissions de carbone dues au transport et avec moins d'impact sur les écosystèmes locaux? Juste le fait de se poser la question ouvre une nouvelle façon de réfléchir, vous trouvez pas? Pourrions-nous inventer de nouvelles façons de satisfaire nos besoins d'identité et de liberté sans consommer autant de choses inutiles? Pourrions-nous imaginer d'autres moyens de répondre aux besoins d'oisiveté sans voyager à l'autre bout du monde et perturber les populations et les coutumes locales? Et lorsque nous trouvons une façon durable de répondre à nos besoins, pouvons-nous l'améliorer pour qu'elle réponde à plusieurs autres besoins en même temps de façon synergique et en utilisant la même quantité de ressources? Au bout du compte, être durable, c'est répondre à nos besoins humains dans la limite des contraintes naturelles. Et les 9 besoins fondamentaux de Manfred Max Neff peuvent être très utiles pour trouver des moyens de les satisfaire en utilisant moins de ressources. Ils permettent d'adopter un nouveau regard sur le système qu'on essaie de changer, ce qui est crucial pour stimuler l'innovation et éviter les solutions superficielles. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces besoins, une version PDF du livre Human Scale Development est disponible gratuitement en ligne, en anglais. Vous trouverez l'adresse dans la description ci-dessous. Oh, monsieur Charmant, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. À chaud comme ça, quelle est votre réaction? Bien, ma réaction est... Je suis convaincu que le développement durable, d'abord tout dans sa définition, qui préconise l'utilisation des ressources actuelles sans compromettre celles des générations futures. Et durant l'élément, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la durabilité du besoin qu'on veut combler. Car la durabilité s'inscrit dans le futur, dans le temps. Et le besoin est présent, il est insatiable à proprement parler. Donc je dirais que les besoins aujourd'hui que les populations, que tout le monde rencontre sont d'actualité. Pourquoi? Parce que de nos jours on parle encore de famine, de nos jours on parle encore de privation, de liberté et ainsi de suite. Cet élément vient à point nommé aiguiser encore ma pensée pour dire aujourd'hui sur ce plateau qu'il est bien beau ce développement qui s'inscrit dans la durée. Mais qu'est-ce qui en est de sa pérennité? On veut produire à long terme, mais est-ce que l'homme qui est au centre de tout ça, est-ce qu'on a pensé à ses propres besoins à lui? Et c'est ce que l'élément a montré, que l'homme n'est pas réellement considéré dans cet élément. D'accord, nous allons voir ça tout au long de notre émission. Monsieur Akono, je vous ai vu prendre des notes. Non, ici, l'élément nous plonge un peu dans en fait, la conception même du développement durable, donc depuis 1987 à nos jours, et nous plonge en quelque sorte dans les différentes dimensions à intégrer pour que l'on puisse parler de durabilité. Donc ici, l'élément fait ressortir différentes étapes, comme il a si bien dit, préserver les ressources pour les générations futures, mais également tenir compte des limites écologiques, donc du milieu, des capacités du milieu à pourvoir aux besoins d'une communauté bien déterminée. Je pense qu'on peut s'arrêter pour l'instant et on verra plus tard. Monsieur Emmanuel. Bon, disons simplement que quelle que soit la grille de lecture du besoin, que ce soit la grille de Maslow, qui je crois c'est un triangle hein, avec des échelles, le besoin primaire à les autres besoins, il y a 6 strates, hein, la grille de Maslow, ou que ce soit les 9 besoins qu'on vient de nous identifier. Disons simplement que tous ces besoins se regroupent au sein de 4 dimensions. C'est la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension culturelle. Donc, c'est autour de ces 4 dimensions qu'a été construit le concept de développement durable. Ici, il ne s'agit pas de s'asseoir sur les grilles de lecture des uns et des autres, mais de s'interroger, est-ce que les 4 dimensions
nous pouvons les mettre en œuvre pour arriver à ce développement que l'on appelle durable, mais qui est un développement harmonieux et naturellement pour le bien de l'homme. Parce que l'économie est faite pour qui? Pour l'homme. L'environnement qui puise, c'est l'homme. Le social qui met en exergue, c'est l'homme. Le culturel qui met cela en musique, c'est l'homme. Tout est fait pour l'homme. Disons simplement que peut-être la manière de penser la chose, on n'a peut-être pas mis l'homme au centre, mais au demeurant, tout est fait pour l'homme. Donc voilà un peu, à l'entame de nos propos, ce que l'on peut dire par rapport à cette séquence relative au développement durable. Effectivement, la semaine dernière, lorsque nous avons abordé le thème écologie dans les traditions religieuses, il a été démontré que l'homme est au centre même de la création et au centre de l'activité, toute activité qui domine son environnement. Alors, monsieur Bayani, quels sont les enjeux environnementaux ou environnementaux que nous avons au Gabon? Disons que l'ensemble des enjeux, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'inscrivent dans la dynamique de la politique environnementale. Il y en a plusieurs, mais les plus, en termes de priorité, les plus prioritaires, dirais-je, c'est essentiellement déjà l'amélioration du cadre de vie. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, on a des difficultés à gérer la question des déchets. Donc il faut améliorer le cadre de vie. On doit trouver des solutions à cette gestion des déchets. On doit trouver des solutions à l'ensemble de tout le système d'assainissement. Donc, c'est le cadre de vie qui est le premier enjeu. Le second enjeu, naturellement, on en parlait tout à l'heure, c'est la pénalisation des ressources naturelles. On n'a pas dit qu'on ne doit pas exploiter nos minerais ou nos gisements, etc. Mais c'est le faire de façon durable. Donc, il faut qu'on mette en place, et ce qui est déjà mis en place, il faut plutôt les bonifier et les rendre encore plus durables, ces politiques-là qui nous permettent d'utiliser les ressources, mais tout en, d'où la question du développement durable, tout en faisant en sorte que les générations futures ne puissent pas en bénéficier. Donc il faut aussi préserver ces ressources pour les générations futures. Donc c'est le second enjeu. Le troisième enjeu, peut-être que vous avez prévu cela, c'est de faire en sorte que les ressources environnementales contribuent à la création de la recherche, de la richesse. Donc nous sommes là dans la perspective de la valorisation des biens et services environnementaux. Donc voilà un peu les trois éléments fondamentaux qui structurent les enjeux environnementaux aujourd'hui et qui sont inscrits, donc c'est les enjeux en question, qui sont inscrits dans une politique environnementale au Gabon qui elle est quasi ressorti, quasi dessiné dans la loi 007-2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise. La question s'adresse à vous deux. Nous allons commencer par vous, M. Akolo. Pourquoi est-ce que, là j'interpelle le géographe, le géographe que vous êtes, pourquoi de nos jours, dans des régions qui abritent un peu des parcs nationaux, il existe encore des conflits entre la population et les animaux. Alors, et ce conflit-là ne cesse de créer de l'animosité entre les habitants. Bon, il faut comprendre ici que le conflit homme-faune ne date pas d'aujourd'hui. Donc, depuis que les hommes ont colonisé des espaces, il y a toujours eu ces interactions avec la biodiversité naturelle. Donc, c'est d'abord les éléments qui ont toujours existé. Maintenant, aujourd'hui, il y a en quelque sorte une recrudescence des conflits homme-faune parce que dans le cadre, lors de la création des parcs nationaux, j'ai souvent eu l'impression qu'il y a eu certaines décisions prises avec un tout petit peu de légèreté parce qu'on n'a pas vraiment évalué les études d'impact. Parce qu'une fois j'ai été à la Lopé pour un stage et les populations se plaignaient toujours de la même chose. Les gens viennent de Libreville, ils décident sur nous et nous ne sommes pas informés. Donc aujourd'hui, l'homme va mettre des infrastructures en place. Ça peut être des routes, ça peut être des plantations pour l'agriculture. Et les pachydermes, par exemple, vont venir dévaster ces plantations, vont venir en quelque sorte perturber le transport et en ce moment il y a un conflit homme-faune qui va apparaître. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant comprendre par là?
Est-ce que ce sont les hommes qui sont en surpopulation? Est-ce que ce sont les animaux qui sont en surpopulation? Et comment faire pour délimiter l'espace de l'homme et délimiter l'espace propice au développement et à l'émancipation de la vie animalière? Donc voici peut-être aujourd'hui les grandes questions qu'on aurait dû se poser lorsqu'on prenait la décision de créer les parcs nationaux. J'aimerais un coin comme la Lopo. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'agriculture. Aujourd'hui, l'exode rural s'est accentué sur l'axe Ntoum-Kokobich parce que les éléphants cohabitent déjà dans les villages avec les hommes, ce qui n'existait pas autrefois. Et cela est lié également à la pression des opérateurs économiques du domaine forestier qui ont un impact sur l'habitat naturel des animaux. Et ces animaux-là, voyant que leurs ressources, donc les fruits des arbres qu'ils consommaient, sont en train de se raréfier, mais ces animaux sont obligés de se rabattre vers l'espace culturel des populations. Voici également une des raisons. Donc ce sont des déplacements liés peut-être aux problèmes alimentaires, liés peut-être aux perturbations des écosystèmes. Bon, je ne voudrais pas indexer une société ici. Récemment, il y a 2 à 3 mois, entre le département du Wolé et le département du Dem, il y a eu des panthères que l'on ne voyait quasiment plus, mais qui se sont mis à agresser des villageois sur l'axe Oyambitam. Mais quelle est l'une des raisons? Depuis que l'exploitation agricole, agro-industrielle s'est déployée dans cette zone, les animaux qui aujourd'hui n'ont plus leur habitat naturel sont obligés de se débrouiller dans l'espace qui n'était pas le leur aujourd'hui. D'où la recrudescence ces 2 dernières années de présence de panthères en plein milieu villageois, chose que l'on n'avait plus vu depuis des décennies sur cet axe. Donc ici, l'homme et ses activités sont en quelque sorte responsables parce qu'on a perturbé l'écosystème propice au développement de certaines espèces. On a créé une rarification des ressources alimentaires dont certaines espèces ont besoin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces animaux sont obligés pour compenser leurs besoins alimentaires de se rabattre sur les plantations. Pour compenser leur perte de territoire, sont obligés de se rapprocher au maximum de l'homme. Or, l'homme n'étant pas habitué à cohabiter avec ces espèces-là, les Indiens en Inde ont dompté l'éléphant, mais chose que les peuples de la forêt en Afrique n'ont pas su faire. Les autres ont dompté le buffle, chose que les populations Okandé, Simba, de la Lopé n'ont pas su faire. Le buffle ici, c'est cet élément-là qui menace, c'est cet élément-là qui va dévaster les populations. C'est d'abord un ruminant qui a besoin d'une quantité de ressources et du coup, il y a ce conflit homme-milieu. J'interpelle là l'économiste que vous êtes, monsieur Ndong. Est-ce que la préservation de l'environnement est un frein à l'économie, au développement, ou est un frein au développement économique? Est-ce une opportunité économique ou un frein? Je dirais que cela dépend de là où on se situe. C'est une opportunité dans le cas où ça contribue à l'aspect touristique, environnemental, tous les débouchés que ça peut créer. C'est réellement quelque chose qui booste aujourd'hui. Bon, si on prend les économies environ de l'Afrique australe, comme le Kenya, voilà, on voit que les parcs nationaux et la vie animalière apportent beaucoup au tourisme de ces pays-là. Mais ces privations d'espace ont aussi leurs effets pervers. À savoir, ça empêche aujourd'hui les villageois de vaquer naturellement à leurs besoins. Ils ne peuvent plus avoir du bois qu'ils coupaient, que leurs ancêtres coupaient dans la forêt. Ils n'ont plus droit à pénétrer dans cette forêt. Vous voyez ce que ça crée au niveau social. Ils ne peuvent plus chasser dans cet environnement. Et on voit aussi que rien n'est fait à leur niveau puisque le gouvernement ne les soutient pas dans leur politique. Bon, il est vrai que dans certains pays, le gouvernement essaye de contribuer, mais ce n'est pas assez.
ils vivaient de chasse, de cueillette et d'agriculture, mais aujourd'hui ils sont limités et ils sont prêts à braver les interdits malgré les sanctions qui peuvent peser sur eux. On continue à voir sur nos marchés la viande de brousse, mais comment peut-on freiner ce fléau? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Monsieur Ndor, vous savez que la chasse a une limite ici. Il y a une période bien définie de la chasse, une période où il faudra d'abord arrêter le temps de permettre à ces animaux de se reproduire. Alors, nous allons prendre l'avis de l'expert en environnement. Vous avez écouté M. Akono sur l'animosité qui existe entre les animaux et les populations. Vous avez écouté là notre économiste sur l'apport même des parcs nationaux sur les devises d'un État. Nous l'avons vu avec, nous le voyons avec certains pays tels que le Kenya et d'autres. Alors, quel est votre avis, vous qui êtes expert en environnement? Bien, je vais réagir, donner cet avis, je vais réagir sur les deux aspects. Effectivement. Il y a l'aspect qui est lié au conflit homme-faune et l'aspect relatif à l'opportunité que peut offrir la protection de l'environnement. Bon, en ce qui concerne le conflit homme-faune, en partie, je suis d'accord avec ce qu'il a développé, mais il ne faut peut-être pas que l'on reste très pessimiste dans la question. Il est plutôt intéressant de s'asseoir et de trouver les solutions idoines. Il est vrai qu'un nombre de facteurs, un nombre vraiment assez... Plusieurs facteurs ont été combinés, conjugués, pour qu'on ait ce qu'on appelle aujourd'hui ces conflits homme-éléphant. Quelques facteurs responsables de cette situation, M. Akono les a développés, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je pense que nous tous, nous connaissons le problème. Il est là, il a été causé par un certain nombre de facteurs, comme je le disais tantôt. L'heure est plutôt à la recherche des solutions idoines. Dans un premier temps, les populations, je prends par exemple l'exemple de Gamba ou même de Lopé, où vous avez été, les populations ont essayé certaines mesures traditionnelles. Il y avait la brique de ciment, la corde d'un certain nombre de boîtes pour faire du bruit. Enfin, l'éléphant, disais-je, est un animal qui est intelligent. Il observe, il écoute et il a cette capacité de comprendre qu'à ce niveau-là, c'est telle situation, c'est telle situation. Donc, il ne faut pas permettre, par exemple, à l'éléphant de s'habituer à une certaine technique. Donc, une des premières solutions à l'époque qu'on avait proposées aux populations, c'était de faire une rotation de cet ensemble de techniques. Parce que lorsque l'éléphant s'habitue à une certaine technique, il vient à la charge. Donc, il faut il développe cette situation de riposte, si on peut l'appeler ainsi. Donc, il faut combiner toutes ces petites méthodes pour que les plantations ne soient pas dévastées par l'éléphant. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle les barrières électriques. Donc, ces solutions sont en train d'être expérimentées au niveau de l'ALOP. Et les résultats vont être généralisés sur l'ensemble des parcs. Parce qu'il faut aller du point de vue qu'on ne va pas arrêter l'exploitation forestière, on ne va pas arrêter l'exploitation minière, et on ne va non plus empêcher l'éléphant de manger. Il en va de soi. Donc, il est plutôt question aussi, toujours la perspective du développement durable, de voir comment analyser cet ensemble d'éléments, les mettre dans un prisme qui nous permet d'arriver à une cohabitation, dirais-je, harmonieuse entre l'homme et les animaux, notamment l'éléphant, parce que c'est l'éléphant qu'il s'agit ici. Quand on parle de conflit homme-faune, en fait, c'est le conflit homme-éléphant. C'est vrai que les grands singes, parfois on les met dans ce conflit, mais c'est plutôt vraiment le conflit le plus criard, c'est le conflit homme-éléphant. Donc, c'est un peu cela ma perception, c'est de s'asseoir et de trouver des solutions idoines. Les solutions, il y en a. Il y a des solutions, il faut qu'on les mette en musique. Est-ce que vous pouvez donner quelques solutions ici? Je préfère ne pas m'avancer sur cet ensemble de mesures propices pour la lutte contre cet élément. Il y a même une stratégie qui existe au niveau du ministère de Forêt, notamment la Direction générale de la faune et des aires protégées. Il y a une stratégie pour juguler ce conflit homme-éléphant. Donc là, on attend, ils attendent sûrement qu'on les mette en place les moyens
et douanes pour dérouler cette stratégie. Mais il faut aussi reconnaître que ce conflit restera toujours d'actualité. Peut-être pas la même ampleur, mais ce conflit restera toujours tant que nous serons toujours dans une dynamique de développement. On aura toujours peut-être une raréfaction du côté de l'alimentation de ces pachydermes. Et lorsque l'État s'est rendu compte que une des causes, parce que ce n'est pas la cause fondamentale ou la seule, hein, une des causes, c'est effectivement cette diminution de la nourriture, hein, si on peut l'appeler ainsi, la consommée par les éléphants, que le gouvernement a pris les mesures pour mettre 5 espèces en défense. C'est-à-dire on a défendu aux exploitants forestiers ou même aux populations d'abattre ces 5 espèces parce qu'on s'est rendu compte que c'est la base alimentaire de ces animaux-là. Donc voilà, il y a des solutions qui se prennent au niveau du gouvernement. Maintenant, pardon, vous dites sur le domaine économique, c'est un frein ou... Non, l'environnement aujourd'hui est une opportunité pour le développement économique. Je m'explique. Allez-y. C'est vrai qu'il a évoqué l'aspect du tourisme. Ça, c'est dans le cadre de l'exploitation des parcs nationaux ou bien des aires protégées, qu'on dit aires protégées ex situ, c'est-à-dire des aires protégées qui sont créées hors du milieu naturel même, comme l'arboretum de Siban, c'était un exporté ex situ. Donc là-bas, par exemple, c'était un zoo, comme on était à l'époque, si vous connaissez le jardin de la Pairie, nous on a connu le jardin de la Pairie, où il y avait un zoo. Donc, la protection de la biodiversité dans ce sens est une opportunité économique dans le cadre du tourisme. Mais je vous l'ai dit tantôt, dans les enjeux environnementaux actuels du Gabon, je vous ai parlé de la valorisation des biens et services environnementaux. Donc, le déchet est un grand marché. Si nous mettons en place tous les mécanismes pour la gestion du déchet, c'est un marché, c'est une opportunité économique. Si nous mettons en place la valorisation des ressources biologiques au sens du protocole de Nagoya, peut-être on en reviendra, c'est aussi un marché. Donc, c'est pour dire que, et même vous ignorez que la pêche, si on protège bien nos ressources halieutiques, c'est aussi une opportunité économique. Donc, l'environnement de manière globale, donc les ressources biologiques de manière globale, ou les biens et services environnementaux de manière globale, offrent au Gabon une opportunité économique. C'est-à-dire, si on met tous ces mécanismes en branle, nous arriverons à accroître la production de nos richesses et accroître le niveau de richesse produit par ce secteur. Donc c'est une opportunité. La protection, ce n'est pas tant qu'on interdit de faire ceci, mais on demande à ce que nous utilisons durablement nos ressources, que nous utilisons nos ressources de façon à ce qu'elles soient toujours pérennes, de façon qu'elles profitent à nous qui sommes là et aussi aux générations futures qui viendront. En fait, c'est ça qu'il faut mettre en tête. Pas parce que le concept est revenu de l'Europe, mais c'est un concept qui nous intéresse. Avant, on n'avait pas de problème. On n'avait pas l'exploitation forestière à grande échelle, on n'avait pas l'exploitation minière à grande échelle. En fait, on n'avait pas toutes les activités anthropiques aujourd'hui à grande échelle. On faisait du prélèvement de subsistance. Mais à partir où toutes ces activités se sont introduites dans notre milieu ambiant, dans notre milieu naturel, à partir de là, on redéfinit notre manière de fonctionner. D'où ce concept de développement durable. Mais avant, on le faisait, le développement durable. On le faisait chez nous de façon traditionnelle. On veillait à ce que dans la forêt, on fasse nos rites culturels, que dans la forêt, on prélève nos ressources alimentaires. On faisait en sorte que dans la forêt, on prélève nos ressources médicinales, mais on ne les détruisait pas. Donc, ce n'est pas une notion nouvelle pour nous, mais laissez-moi recadrer au sens du nouveau monde moderne dans lequel nous nous retrouvons. Voilà. Et monsieur dont parlait de privation, non, il n'y a pas de privation pour l'homme. Il existe ce qu'on appelle l'utilisation coutumière, hein, l'usage coutumier, dans le cadre de l'arsenal réglementaire mis en place par le ministère des Eaux et Forêts. Il est admis, il est autorisé aux populations de faire les prélèvements en ce qui concerne les plantations, leur subsistance. Le bois, les populations ne coupent pas le bois. On n'a pas besoin de couper le bois en forêt pour faire le chauffage. Il est sec, on le prend. C'est vraiment le Gabon, disons l'Afrique centrale de manière globale, un peu sauf chez nos collègues du Nord au Cameroun, qui coupent du bois pour faire le bois de chauffe. Mais chez nous au Gabon, on prélève le bois qui est déjà mort. On ne coupe pas du bois humide pour en faire du chauffage, pour préparer, pour cuisiner, si on veut s'exprimer ainsi, ou bien pour faire du charbon. Donc, il ne faudrait pas que l'on conçoive la protection de l'environnement comme étant une privation. Non.
On doit concevoir la protection de l'environnement comme étant quelque chose qui nous permet de manger, de cacher, pour qu'on puisse manger demain. Voilà. En vous écoutant parler, vous avez parlé de la protection. Maintenant, il faut savoir, il faudra nous dire aussi, qu'est-ce que nous devrions protéger? Est-ce l'homme ou l'animal? On protège tout le monde. Je m'explique. Bon, vous réduisez tout à l'animal. Moi, je préfère parler de l'ensemble des ressources. Voilà, l'ensemble des ressources. L'homme a besoin de ressources pour vivre. La biodiversité, c'est la vie. La biodiversité, c'est notre vie. Si on n'a pas... La forêt, c'est notre grenier, il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, au milieu rural, on puise tout dans la forêt. Donc, si on détruit le grenier, on n'aurait plus rien à manger. Voilà pourquoi on met en place des mesures de protection. Mais n'allons même pas loin. Au village, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on finit de faire la première récolte d'arachide ou de concombre, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des éléments que l'on cache pour s'aimer la prochaine arachide. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Peut-être ramener à notre échelle des discussions, mais c'est le même principe. Donc voilà pourquoi même en milieu naturel, en milieu rural, ces notions-là, si on leur explique ça bien dans les différentes langues vernaculaires, ils vont le comprendre aisément. Parce que dans des siècles durant, ils n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que de la protection. On a eu des forêts sacrées. C'est pourquoi? C'est pour protéger. On a eu des rivières où on dit, bon, ici c'est les lacs sacrés, pendant cette période on ne doit pas pêcher, on attend, mais c'est pour la reproduction des ressources. Donc c'est des politiques environnementales, nos populations l'ont pratiqué depuis longtemps. C'est peut-être le vocabulaire moderne ou occidentalisé qui nous fait perdre les repères, mais non, les repères on les a depuis longtemps. Il faut seulement que nous puissions rendre tout ce qui est loi coutumière, tout ce qui est pratique coutumière, tout ce qui est connaissance, innovation, pratique traditionnelle, que nous puissions les rendre dans nos lois que nous utilisons aujourd'hui de façon moderne. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais nos populations le connaissent depuis longtemps. Donc on protège les deux. On protège l'homme et on protège la ressource parce que l'homme a besoin de cette ressource pour vivre. L'homme a besoin de capital naturel pour vivre. C'est le capital naturel qui développe, qui permet à l'homme de vivre. Si ce capital naturel disparaît, l'homme aussi va disparaître. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de cris d'alarme au niveau mondial, au niveau national, pour que le capital naturel de la Terre ne disparaisse pas. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards de bonhommes ou de voisins, comme disent certains, sur la Terre. Est-ce que la Terre a encore la capacité de nourrir les 7 milliards? Ça, c'est de façon globale. Maintenant, ramener à l'échelle nationale notre pays, est-ce que le 1,8 million que nous sommes, notre capital naturel a la capacité de le nourrir? Je dirais oui. La capacité de nourrir ne sont pas nombreux. Maintenant, il faudrait qu'on le fasse bien. Pas parce qu'on a plusieurs ressources que l'on doit l'utiliser de façon anarchique. Et puis après, on va retrouver les autres qui sont aujourd'hui, entre guillemets, en train de chercher les ressources. Donc, nous ne voulons pas en arriver là. Voilà pourquoi on sensibilise davantage que nous devons utiliser, je préfère toujours ce thème-là, utiliser durablement nos ressources. Donc, on n'interdit pas de les utiliser, mais nous devons utiliser durablement nos ressources. Toujours penser aux générations futures. C'est important. Monsieur Ndong, interdire la chasse et l'abattage dans certaines régions pour protéger les espèces, est-ce là le développement durable? D'après l'économiste que vous êtes, là j'interpelle. Bon, je dirais non. Même si l'expert a déjà dit... Il a grainé quelque chose. Il avait déjà affirmé que le développement durable n'empêche rien et au contraire, il existe beaucoup de techniques traditionnelles déjà qui ont permis à ces populations-là de vivre. Mais les cris d'alarme sont là. En Indonésie, par exemple, concernant la protection des dragons de Komodo, ces populations d'Indonésie aujourd'hui sont privées de bois de chauffe ou de bois de chaume. Et ils ont interdit de chasser le cerf, puisque le cerf aujourd'hui c'est la nourriture du dragon de Komodo. Et comme celui-là se fait rare, celui-là il descend des montagnes pour retrouver les villageois. Mais comme il est
cet animal-là qui fait la fierté, le tourisme, puisque vraiment ça engrange. Au niveau du tourisme, c'est bon. Mais au niveau du social, ce sont les populations aujourd'hui qui souffrent. Voilà pourquoi à un moment donné, on dit, ben, le développement durable, là, il est bien, ça permet de développer certains pans de l'économie. Mais au niveau social, ben, il y a des gens qui en souffrent. Voilà pourquoi moi... C'est une décision personnelle. Je ne dis pas que les Indonésiens vont l'adapter. Si les hommes ne se lèvent pas aussi pour faire obstruction à cette protection, pour dire non, bon, vous nous avez déjà privé des montagnes, on ne peut plus monter en montagne pour chasser le cerf parce qu'il faut protéger le dragon de Komodo. Maintenant, celui-ci, il a brûlé les limites. Dans ce cas, les villageois normalement devraient se défendre. Mais la politique s'est initiée en disant, bon, celui qui tente de tuer un dragon, voilà les peines et les sanctions qui lui sont attribuées. Dans ce cas, économiquement, on perd beaucoup de choses. On va perdre une population qui était là pour peut-être valoriser même encore plus l'histoire de cet environnement-là, puisqu'aujourd'hui, tous tendent à fuir la région, mais ils sont nés là, ils n'ont que cet environnement-là pour vivre. Alors que faut-il faire aujourd'hui pour ces populations-là? Est-ce qu'on va toujours dire que le développement durable coïncide avec les 3 éléments ou bien coïncide avec rien qu'avec 2 éléments? Mais votre exemple, permettez-moi 2 secondes, oui. Votre exemple, ce n'est pas le développement durable. Hein? Le développement durable, aucune dimension ne doit supplanter l'autre. Les 4 dimensions, disais-je, doivent aller de pair. Aucune ne doit supplanter l'autre. Donc, votre exemple, ce n'est pas un développement durable. Les cris d'alarme sont partout, même chez nos pays, les cris d'alarme sont partout. M. Akono l'a soulevé tout à l'heure avec le conflit homme-éléphant. Les cris d'alarme sont partout. J'ai dit, ma conception, c'est que nous sommes devant des problèmes. Et un environnementaliste doit toujours transformer un problème, un obstacle en opportunité. Donc, on ne doit plus crier. Les choses sont, les faits sont là, on les observe. Pour nous, on doit s'asseoir et trouver des solutions idoines et collégiales. D'où la gestion participative des ressources. S'il n'y a pas de gestion participative, on aura toujours des conflits. Le cas que vous soulevez, il est, je pense, de mon point de vue, que le gouvernement indonésien, les collègues qui sont chargés de l'environnement, puissent s'asseoir avec la population et trouver une solution qui permettra à ce que cette espèce continue à demeurer parce qu'elle est devenue une espèce rare, en voie de distinction, donc il faut le préserver, et qui permettent aussi aux populations de toujours avoir leur serre, mais et de rester dans leur milieu, dans leur écosystème naturel et traditionnel. Donc, il faut trouver des solutions. C'est lorsqu'on tire la couverture de son côté qu'on arrive toujours au conflit. Les administrations doivent savoir, la population a besoin de l'habitat. La population doit savoir si les administrations ont besoin de ce nombre de choses. Donc, tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent s'asseoir et trouver ensemble les solutions lorsqu'un problème se pose. Nous allons revenir sur vous, M. Akono, mais il y a un deuxième élément qui a été préparé par la régie, et nous allons, c'est sur le développement durable. Donc, si la régie est prête pour cet élément, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce qu'est le développement durable et aborder la question de ses enjeux. Très utilisé ces dernières années à la télévision comme dans les autres médias, le terme de développement durable n'a pourtant pas grand-chose de nouveau. Cette notion apparaît officiellement en 1987 dans un document majeur, le rapport Brundtland, du nom de la ministre norvégienne Gro Brundtland qui en est à l'origine. L'arrivée sur la scène internationale de cette nouvelle notion coïncide avec la prise de conscience par les hommes de l'épuisement des ressources naturelles comme l'eau, le pétrole, le gaz, de la dégradation de l'environnement, des effets dangereux de la croissance économique qui renforcent les inégalités de niveau de vie dans le monde. Ce développement durable repose sur 3 piliers. Le pilier social, tout d'abord, qui touche à tout ce qui concerne l'humain, les hommes, avec leur santé, leur niveau de scolarisation par exemple. Le pilier économique, qui concerne la production de richesses pour satisfaire les besoins d'une population.
Et enfin le pilier environnemental qui concerne tout ce qui touche à l'environnement, l'eau, les sols ou encore l'air. Loin d'être indépendants, ces trois piliers, représentés très souvent sous forme de cercle, sont toujours imbriqués, emboîtés, interdépendants. Autrement dit, toute action sur un de ces piliers a nécessairement des conséquences positives ou négatives sur les deux autres. Un exemple. Si un pétrolier se renverse, causant une marée noire, l'environnement est atteint, il est pollué. De nombreux animaux meurent, notamment les poissons. Cette atteinte à l'environnement, notre premier pilier, a des conséquences directes sur l'activité des pêcheurs de la région. Ils ne peuvent plus travailler dans ces eaux polluées. Ils gagnent donc moins d'argent, on touche là au pilier économique, et par conséquent, ils peuvent plus difficilement subvenir aux besoins vitaux de leur famille. C'est à son tour la société, le troisième pilier, qui est impacté. On peut reproduire ce schéma dans bien des situations. Alors comment faire pour qu'un développement soit durable, que l'équilibre entre ces trois piliers soit respecté? Eh bien, un développement durable impose de changer notre mode de vie actuel pour que le développement bénéficie à tous les habitants de la planète, riches comme pauvres, et que les ressources de la planète soient consommées de manière intelligente et raisonnée. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment faire? Pour enclencher un développement qui soit durable, il est très difficile d'agir à l'échelle de la planète. En effet, comment mettre d'accord 7 milliards de personnes en même temps? Pour faire face à ce problème, en 1992, une large partie des dirigeants de la planète s'est réunie à Rio, au Brésil, pour une grande réunion, le sommet de la Terre. Il y a été décidé d'agir aux échelles locales, c'est-à-dire au niveau des pays, des régions, des villes, des quartiers et pourquoi pas même des collèges. Sont alors mis en place des plans pour agir en faveur du développement durable pour le 21e siècle. On parle alors d'Agenda 21. Ces plans proposent des actions concrètes concernant la santé, les déchets, les transports, la pollution, les inégalités et bien d'autres points. Et nous, au collège, que fait-on? Alors, monsieur Bayani, vous avez regardé cet élément avec attention. La grande question, c'est de savoir que faisons-nous des déchets au niveau de Libreville? Comment gérer? Comment est pratiquer le traitement de ces déchets? Bien, merci. Je ne voudrais pas rentrer dans les considérations politiques Non. par rapport à la question des déchets. Nous sommes en politique. Tout à fait. Au niveau de la loi 07-2014, il est déjà défini, c'est dans certaines dispositions, il est déjà défini le processus de la gestion du déchet, depuis la collecte, passant par le tri, jusqu'à son élimination. Donc, il revient aux administrations chargées de mettre en œuvre, y compris les collectivités locales, chargées de mettre en œuvre ces dispositions, de construire tout le mécanisme qui permet d'aboutir à cette gestion optimale du déchet. Il faut juste reconnaître qu'effectivement, pour l'instant, nous avons du mal, tous nous observons, nous avons du mal à faire démarrer la mise en place de ces différents mécanismes. Mais nous pouvons toujours convenir que cela va se faire. Parce que, étant un peu proche du milieu, toute la politique autour de la gestion des déchets est déjà construite. Il manque un certain nombre de paramètres à compléter pour que nous ayons une gestion optimale du déchet. Peut-être à nous écouter, ça semble théorique. Effectivement, nous sommes encore dans la conception de la mise en œuvre du mécanisme. Mais en attendant cette conception, en attendant la mise en œuvre du mécanisme, on se contente d'abord de ce qu'il y a aujourd'hui, le système qu'on a mis aujourd'hui, qui consiste d'abord à collecter et à mener vers la décharge de Midobé, qui peut-être dans les années à venir va être probablement fermée, parce que je crois qu'elle est arrivée à saturation, elle va sûrement être fermée. Et il y a depuis, je crois, quelques mois, la recherche de nouveaux sites pour pouvoir ériger une décharge qui réponde cette fois-ci aux normes environnementales. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque cette décharge a été mise en place, les questions environnementales n'étaient pas encore très discutées dans notre pays. Donc les prochains sites, on mettra en place
on va aménager le site de façon à répondre aux normes environnementales d'une décharge. Donc, pour me résumer, c'est vrai que nous avons encore des difficultés à surmonter cette question de gestion des déchets, mais les politiques sont en train d'être élaborées et les mécanismes en train de mettre au point pour que nous n'ayons plus de villes sales. Monsieur Akono, là j'interpelle le géographe que vous êtes. Nous constatons que lors du ramassage même de ces ordures, il y a des engins qui viennent encore creuser et ça laisse des lits en saison de pluie et ça devient vraiment inhabitable pour ces populations qui sont autour de ces zones. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À mon humble avis ici, c'est pourquoi j'ai souvent envie de dire que la question du développement durable est difficile à mettre en place. Parfois, cela semble inaccessible. On a l'impression d'être dans une certaine utopie. Excusez-moi, l'expression est lourde de conséquences. Parce que ici, on a un schéma que l'élément nous a présenté, la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale, et l'expert a complété avec la dimension culturelle. Et en l'entendant développer, il a parlé de l'amélioration du cadre de vie. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la manière dont ce cadre de vie est traité à Libreville nous laisse à croire que la question environnementale est encore pour nous une chose inaccessible. Aujourd'hui, le ramassage des ordures devient un facteur qui aggrave la dégradation des infrastructures. Généralement, les routes, à chaque déchetterie, à chaque dépôt de déchets, dans Libreville, il y a des cratères qui se creusent, qui se font de plus en plus profonds. Et lorsqu'il y a une pluie, ces cratères sont remplis d'eau et les populations continuent de balancer leurs déchets dans ce et on a un environnement favorable à la prolifération des bactéries, à la prolifération des odeurs désagréables. Et du coup, on se rend finalement compte, est-ce que on peut atteindre cette dimension qui est l'amélioration du cadre de vie si déjà le ramassage la politique de collecte des ordures à Libreville contribue même à l'aggravation de la dégradation de ce même cadre de vie, parce que ça devient un facteur qui aggrave l'érosion des sols, qui détruit les infrastructures, qui amène la prolifération des insectes nuisibles à l'homme. À un moment donné, on se rend compte que ce cadre de vie-là n'est plus amélioré. Et du coup, dans la dimension, si on peut dire, sociale et environnementale, il y a déjà un problème. Il y a un problème parce que le social ici, c'est l'homme. On tombera malade. Le côté environnemental, on a la dégradation même de ce milieu en aggravant l'érosion, en déstabilisant les sols. Et du coup, on a la nappe phréatique qui se trouve aujourd'hui polluée. Si nous prenons le cas de la décharge de Mindoubé, jeune étudiant, j'ai résidé dans la zone. À partir de 20h, lorsqu'on brûle la décharge, c'est du vécu. Il y a une odeur, il y a un nuage nauséabond qui se répand dans tout le quartier. On est obligé vraiment de dormir dans des conditions déplorables. Et deuxièmement, derrière la décharge, tous les cours d'eau, aujourd'hui, tous les cours d'eau sont complètement pollués. Et autre chose que cette manière de gérer les ordures, j'ai observé un phénomène dans Libreville, c'est la prolifération des hérons garde-bœufs. Ce sont ces oiseaux qu'on appelait autrefois oiseaux de Noël qu'on voyait à la mi-décembre. On savait déjà que c'est bientôt le 25 décembre. Mais aujourd'hui, ces animaux ont trouvé un cadre propice et on les retrouve généralement autour des décharges ou des dépôts d'ordures. Et ce sont également des indicateurs qui devraient nous interpeller qu'attention, l'environnement est en train de se dégrader parce qu'on n'avait pas ce phénomène il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce phénomène devient de plus en plus récurrent. La population des hérons garde-bœufs se multiplie dans Libreville. Cela veut dire qu'il y a prolifération d'insectes et rendons même grâce à Dieu dans les interactions là. Parce que le héron vient en quelque sorte jouer même le rôle de l'homme qui détruit. Parce que le héron, moi je vais le considérer comme un nettoyeur. C'est lui qui vient
enlever à l'homme cette menace, cette bactérie-là qui peut nuire à l'homme quelques années plus tard ou bien un peu plus tôt. Voici un peu le cadre dans lequel aujourd'hui nous vivons. Il y a une mauvaise, on peut le dire qu'il y a une gestion plus ou moins calamiteuse et on gagnerait à trouver des solutions pour y pallier, parce qu'aujourd'hui ça fait des années qu'on nous parle. Bientôt on a eu une première société qui est aujourd'hui la Defense Vogue, qui était là pour valoriser les déchets. Nous avions eu deux autres entreprises dans le même domaine et à un moment donné cela ressemble au bientôt. Monsieur Emmanuel, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le protocole de Goiás? Qu'est-ce que Nagoya. De Nagoya. Ah, ok, le protocole de Nagoya. Ouais. Bon, alors, lorsque vous avez vu l'élément qui traitait de la question du développement durable, vous avez parlé de la conférence de Rio. Voilà. Donc, au cours de la conférence de Rio de Janeiro, en 1992, plusieurs instruments juridiques internationaux ont été adoptés en vue de gérer de façon durable les ressources environnementales, donc, en vue de protéger l'environnement. Et durant donc cette conférence, on parle aujourd'hui de conventions de Rio. Il y a la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a la Convention sur la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Donc ce sont les trois conventions de Rio qu'on appelle les trois conventions phares. Et le protocole de Nagoya est l'application de l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique. Et ce protocole vise à atteindre le troisième objectif de la Convention. Et cet objectif traite des questions d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de ces ressources biologiques. De façon claire, ce protocole met en place un nouveau marché des ressources biologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, il y avait des personnes qu'on appelait des firmes, des utilisateurs qui venaient prélever la ressource, partaient avec la ressource dans leurs pays respectifs, notamment en Occident, faisaient la recherche sur la ressource, trouvaient ce qu'on appelle les principes actifs à partir de l'ADN et arrivaient à fabriquer des produits avec. Exemple, des produits pharmaceutiques. Alors, ces firmes pharmaceutiques, après avoir produit ces médicaments, ils les vendent sur le marché. Les ressources, les bénéfices générés par la vente de ces médicaments reviennent aux sources pharmaceutiques. Le pays dans lequel on a prélevé la ressource ne bénéficie pas. Tel que le Liboga. Par exemple. Donc le protocole de Nagoya vient corriger cette injustice. Donc désormais, le protocole fait en sorte que si on vient prélever une ressource au Gabon et qu'on se rend compte que cette ressource est capable de produire d'autres éléments, soit dans le domaine pharmaceutique ou le domaine cosmétique, en ce moment, les recettes générées par la vente de ce médicament issu d'une ressource génétique prélevée dans une ressource biologique au Gabon, le Gabon aussi doit bénéficier de ces bénéfices. C'est ça un peu, de façon synthétisée, ce que le protocole de Nagoya ajoute comme valeur, amène comme valeur ajoutée dans ce processus de commerce international des ressources biologiques. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. C'est vrai que nous n'avons pas épuisé toutes les questions sur ce thème. J'espère que nous allons implorer le Tout-Puissant pour qu'il nous permette de nous retrouver ici prochainement afin d'épuiser toutes les questions qui n'ont pas pu être éclairées cet après-midi. Monsieur Akono, je prends votre mot de la fin. Bon, aujourd'hui, parler de développement durable est difficile à cerner sous nos latitudes parce que les populations entendent parler et ne bénéficient quasiment de rien. Plus de 20 ans aujourd'hui, près de 20 ans aujourd'hui qu'on a les parcs nationaux, mais on a l'impression que ces parcs nationaux sont venus là pour priver les populations locales de leurs moyens de subsistance séculaire. Bien, pour mot de fin, je dirais que le développement durable aujourd'hui pointe comme un atout, à condition que les 4 éléments du développement durable soient réellement réfléchis pour une synergie meilleure
en faveur de notre économie. Monsieur Malher. Oui, disons déjà vous remercier. Pour moi, c'est une émission de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Je crois qu'il faut peut-être les multiplier parce que toutes les questions, comme vous l'avez dit, n'ont pas été touchées. On n'a pas échangé autour d'un certain nombre de questions. Mais il faut retenir un principe que le développement durable est quelque chose de réel, quelque chose que nous pouvons faire. Rien n'est utopique. Et il ne faudrait pas qu'on parle de petits exemples qui sont négatifs pour penser que le développement durable ne peut pas se faire. Nous pensons que nous pouvons le faire et nous l'avions commencé à le faire. Les routes, les écoles qui ont été faites jusqu'à ce jour, les politiques environnementales qui sont développées, le fait que l'étude d'impact environnemental qui est venue assainir même le processus d'exploitation des ressources, tout ça, ce sont des outils. La gestion durable de forêts avec l'aménagement, le système de rotation en 25 ans, tout ça, ce sont des éléments qui concourent au développement durable. Mais je pense, comme l'a dit monsieur Ndong, il faudrait qu'on fasse des efforts pour que les 4 dimensions soient mises en même temps, au même moment, même si au demeurant, on sait qu'il y aura toujours une dimension qui aura un peu plus d'ampleur que les autres. Mais tout ce qu'on fait pour pas qu'il y ait un déséquilibre, un grand déséquilibre. C'est ce qu'il faut éviter. Merci à vous. Merci de nous faire l'amitié d'être ici ce soir, venir échanger sur ce thème qui est celui de la biodiversité ou la dimension sociale du développement durable, n'est pas le développement durable, qui n'est pas une expression utopique, mais plutôt une réalité. Nous devions plus, par contre, réunir nos efforts pour pouvoir mettre en application cette expression de développement durable. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous laissons comme ça avec les programmes de notre chaîne préférée, Nour TV. Bon week-end, excellent début de semaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد